J'ai rentré à Fidji, puis bon, j'étais prof comme ça à l'Université du Pacifique Sud. Et puis c'était en 93, oui, 93, c'était le 25e anniversaire de la fondation de l'université. Puis on a demandé à certains d'entre nous de donner une conférence publique à Suva sur un sujet de notre choix. Et puis, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire quelque chose sur Jean-Marie Thibault. Mais je ne vais pas parler de lui, c'est pas... je n'ai pas cette prétention-là, et puis, de toute façon, je connais peu de choses de lui, mais je vais essayer de faire un peu comme lui, sa vision des choses, et transmettre la parole de Jean-Marie. Dire aux gens ce que c'était l'essentiel de son discours. Et puis je pense, de mémoire, j'ai résumé ça à 4 choses. L'être, que je ne suis jamais individu. Nous sommes jamais individus, nous les Kanaks, nous sommes toujours quelqu'un en relation à. On fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Parole, c'est ça pour lui. Il disait, mais la parole, c'est quelque chose qui vient de loin, puis je l'attrape en passant. C'est mon rôle, c'est de transmettre la parole. Reformuler peut-être pour tenir compte de la réalité contemporaine, et puis le temps, c'est le rythme des saisons, les cycles des naissances et des morts, et la terre, c'est les archives d'un peuple, les terres, c'est ça la mémoire. Et puis voilà, j'ai dit ça, et puis mon assistant, c'était surtout des Océaniens anglophones, étudiants et enseignants. Et puis, alors demain matin, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, des témoignages qui ont été, ils ont glissé en dessous de ma porte. Et puis, pour dire, vous savez, j'ai un Salomonnais qui m'a dit, mais vous savez, là j'ai entendu la voix de mon grand-père, Vanuatès qui m'a dit la même chose, un Samoan aussi, une Japonaise qui parlait des valeurs ancestrales des Japonais, et puis ensuite a évoqué Nelson Mandela et Steve Biko en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Alors tous ces témoignages-là, et puis là j'étais en larmes ce matin-là. J'attendais pas à cette heure. Et puis là, tranquillement, ils m'ont raconté d'autres choses, les acteurs politiques. Ils ont dit, vous savez, nous, notre amitié, notre lien allait vers Jubilee Waya et non pas Jean-Marie Thibault. Jubilee Waya, son assassin, qui, lui, parlait bien anglais, qui avait étudié à Suva au Pacific Theological College, et puis à une époque où il y avait beaucoup d'interactions entre les apprentis pasteurs et puis cette première génération de Nuclear Free and Independent Pacific, tout cet essor là où on était en train de bâtir les pays indépendants du Pacifique. Et puis pour eux, tu vois, c'était quelqu'un du pénombre, un peu équivoque. Parfois, il semblait balancer à gauche ou à droite, ou vers les loyalistes, plus que vers les indépendantistes. Et puis là, ils ont découvert, mais cet homme-là était d'une richesse profonde, et puis il était un vrai Océanien, comme eux. Et puis là, j'ai dit, mais j'ai pas le choix, il faut que je continue. Et puis là, je suis parti faire la recherche, toujours à temps perdu. Hein, ce livre, ça a pris du temps. Mais aller à tous les ans en Nouvelle-Calédonie, tu sais, 20-30 fois, tu sais, pour ces jours de 2 semaines, 1 mois, et puis pour rencontrer tous ceux et celles que Jean-Marie avait fréquentés.
Alors vous n'avez pas rencontré lui, puisque vous vous êtes intéressé à son personnage après sa disparition en 1989, mais vous en parlez très bien parce que moi j'ai retrouvé au fil des pages de votre livre, pour moi Jean-Marie Tjibaou c'est quatre choses. C'est d'abord un grand éclat de rire, parce que c'est quelqu'un qui adorait la vie, qui était extrêmement joyeux, qui était qui même dans les moments les plus difficiles voyait les bons côtés de la vie. Et vous racontez à un moment la façon dont il, dans ce collège de sociologie à Paris, il fait une plaisanterie aux professeurs et aux étudiants et où il éclate. J'ai retrouvé ce livre. La deuxième chose, c'est que c'est un regard aussi. Il avait un regard extrêmement profond. D'ailleurs, la photo qui est sur la couverture illustre bien. C'est quelqu'un qui, comme le disait un homme politique de Charente-Maritime, avait les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Et il avait ce regard qui était toujours interrogatif et en même temps rieur. C'est évidemment une parole, ça. Et j'ai été très sensible. Vous évoquez à un moment les propos de Jacques Violette dans sa dernière interview qui dit qu'il aurait presque fallu écrire une partition avec la musicalité de sa parole et de ses intonations. Et puis enfin, c'était des silences qui en disaient long. Quand François Mitterrand a écrit qu'avec lui, les mots allaient plus loin que les mots, c'est aussi dans ces silences qu'on a retrouvé. Et alors, ben voilà, pour moi, c'était tout ça, et je l'ai retrouvé dans différents aspects de votre livre, ce qui m'a conduit à dire que vous l'avez vraiment cerné de manière très intime et pas uniquement par la pensée, mais aussi dans sa façon d'être. Peut-être, je ne l'avais pas dit, mais vous avez connu Jean-Marie. C'est une situation un peu particulière. Moi qui ai écrit sur Jean-Marie, à partir de la parole, parce que moi je cherchais l'homme derrière la parole. Et puis là, je suis l'entretien, c'est avec nos fonctionnaires qui avaient bien connu à l'époque des accords de Matignon, avaient bien connu Jean-Marie. Moi j'étais à la recherche de cet homme-là. Et vous l'avez trouvé. Ouais. Et vous l'avez trouvé. C'est ça, c'est, je crois, une des richesses de votre livre. Il y a un deuxième point qui m'est apparu tout à fait intéressant, et c'est vous montrer comment ça, finalement, pour un leader politique du tiers-monde, indépendantiste, etc., il a un parcours qui est assez original, parce que ce qui nourrit sa philosophie politique, ce n'est pas une formation idéologique comme l'ont eu d'autres indépendantistes kanaks d'ailleurs. Hein. Vous montrez bien que les foulards rouges, ils ont hérité ils ont été les héritiers du mouvement de 68 en France et dans le reste du monde. Jean-Marie Tjibaou, lui, vous mettez en évidence, et c'est peut-être, je pense que ça intéressera le public de vous entendre là-dessus. Finalement, c'est la spiritualité et la culture qui l'ont conduit à... Oui, je pense que c'était un homme qui était authentiquement océanien, parce que c'est son enfance née à Tiendenit, près d'Yengen, donc les 9-10 premières années de sa vie passées là.
et puis ensuite au petit séminaire, et puis au grand séminaire. Donc, un homme, il disait toujours plus tard, vous savez, nous sommes sortis de cette terre, c'est ici, nous ne venons pas d'ailleurs. Donc, avec une vision du monde qui est, mais en même temps, pas fermée par rapport au monde, avec une grande ouverture au monde. Donc, et puis bon, c'était peut-être il y a quelque chose là qui est inscrit dans la nature océanienne, la nature profonde. Tu sais, on dit souvent en Mélanésie, on parle d'enracinement et voyage. Tu sais, on jette des racines dans la terre d'ici, mais pour vivre et s'épanouir, on doit établir des liens, tisser des liens avec des gens ailleurs. Donc il faut toujours, c'est important d'être ouvert à l'autre, d'apprendre de l'autre et d'accueillir l'autre. Alors c'est cette vision extrêmement généreuse du monde qui, je pense, qui est remarquable dans son cas. Et puis bon, il a pu nourrir ça à travers son propre cheminement au sein de l'Église, prêtre, et puis ensuite son départ en France pour étudier l'anthropologie, son retour, action sociale et puis action politique. Mais pour lui, ce qui est politique arrivait toujours après. Puis, je pense, il a dit à un moment donné, vous savez, les partis politiques ne sont que des béquilles qui permettent au ventre de la terre de s'exprimer. Pour lui, c'est toujours la culture d'abord, mais la culture pas au sens bibelot, objet, mais la culture vivante et la connaissance de soi. Et puis donc, les liens forts avec sa communauté. C'est une culture vivante dans ce sens-là, mais une culture qui est ouverte, qui cherche toujours à apprendre, qui est enracinée dans le passé, qui négocie le présent et puis va vers l'avenir, puis cherche par tous les moyens d'être présent dans l'avenir. Et puis ça, c'est son désir profond, c'est que le peuple kanak soit reconnu en tant que peuple et qu'il fasse partie de l'avenir et puis qu'il soit écouté. Tu sais, il y a un autre, tu sais, j'ai toutes ces bribes de citations parce que pour moi, sa maîtrise de la langue française était remarquable. Ces images, et puis avec toutes ces images mélanésiennes, c'est une telle richesse et comment dire, oui, c'est ça, mais il dit, notre espoir, c'était d'être invité à s'asseoir au banquet de civilisation pour discuter ensemble de l'avenir du monde. Parce que peut-être nous, le peuple kanak, nous avons quelque chose à dire là-dessus. On mérite d'être écouté. Pas juste pour nous, mais pour vous aussi, pour les autres. Ils sont assis à table. Et puis bon, c'est bien d'autres personnes ont dit la même chose. Je pense, l'Ecclésio, tu sais, je pense que quand on a reçu le prix Nobel de littérature, il a dit quelque chose comme ça. Ce besoin profond d'écouter d'autres voix. Et puis, pour moi, lui et son peuple, parce que c'était pas lui, c'était jamais lui, c'était la parole des ancêtres et c'était une voix qui méritait d'être entendue, non seulement pour assurer la survie et puis l'épanouissement de son peuple, mais pour contribuer à l'avenir de ce monde. En même temps, c'est aussi celui qui, à travers son action,
encore une fois, je trouvais que vous montriez remarquablement en décrivant son implication dans ce festival Melanesia 2000 qui a marqué au milieu des années 70 l'émergence de la conscience kanak. Et vous parliez de son peuple. En réalité, une de ses grandes forces, c'est qu'à travers cette action culturelle, il a fédéré les peuples kanaks en un peuple kanak à qui il a pu donner une dimension politique et collective qui lui manquait un peu jusque-là. Non, c'est ça. Il a bien compris un tas de choses. Je pense que ça a été dit ce matin, encore une fois, à Hamid Mokadam. La Nouvelle-Calédonie, c'est une mosaïque d'une trentaine de langues. C'est une société très fragmentée, la société kanak. Et puis, lui et d'autres autour de lui, dans les Français, quand il est Sotte et d'autres, ont compris qu'il fallait poser un geste, affirmer sa présence, la présence des Mélanésiens en ville. Donc, c'est passer au monde moderne, sortir de la tribu, et puis affirmer sa présence en ville à travers cet événement-là, mais faire en sorte qu'une trentaine de groupes linguistiques, et puis bien plus sur le plan tribal, deviennent un seul peuple, parle d'une seule voix. Et c'était un pari, un vrai pari, qu'il a réussi, je pense, mais c'était un saut dans le vide. Puis, c'est ça, il y a un certain de sa génération qui n'ont pas bien compris ça. Il fallait poser d'abord un geste culturel pour fédérer les gens, créer une conscience. Peut-être précisons pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire de la Nouvelle-Calédonie qu'au milieu des années 70, à un moment où la Nouvelle-Calédonie est un des pays du Pacifique qui n'est pas encore en voie d'émancipation, mais où s'affirme quand même une conscience collective des Kanaks qui sont sortis il y a peu de temps finalement d'un système colonial complet. Jean-Marie Tjibaou organise sur plusieurs jours un grand festival qu'il appelle Melanesia 2000, donc c'était en 70, c'est pour expliquer à quel point il voyait les choses dans le temps, en se projetant dans l'avenir, et où les différentes aires coutumières, les différentes populations kanak viennent faire des démonstrations de danse, de poésie, de théâtre, etc. Il y a une affirmation, et c'est à partir de ce moment-là que le mot kanak, qui était utilisé jusque-là de manière péjorative par les descendants des colons d'origine européenne, est revendiqué comme finalement un emblème. Et il perd son C, il prend un K, et il devient invariable en genre et en nombre, parce que dans le langage mélanésien, le kanak c'est l'homme au sens de l'être humain. Peut-être si je peux rajouter une chose aussi par rapport au Melanesia 2000. Intervenez si vous le voulez. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, des choses trop loin, et puis des choses qui ne sont pas comprises. Mais Melanesia 2000, donc, c'était une stratégie pour fédérer le peuple mélanésien, les Mélanésiens, et puis affirmer sa présence, leur présence en ville, mais aussi c'était un premier geste d'ouverture. C'est parce que ce qui a marqué tout le trajet de Jean-Marie, c'était toujours réconciliation, tendre la main à l'autre. Et puis avec Melanesia 2000, il a dit, mais maintenant, vous, les Calédoniens blancs, caldoches, européens, appelez
appelez-vous comme vous voulez, mais on aimerait ça que vous fassiez le même geste. Vous présentez à nous votre culture, pour qu'on puisse comme ça avancer main dans la main. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons, cette invitation ça n'a pas passé, mais on a fait, côté européen, on a fait d'autres choses avec le musée, puis des trucs comme ça, mais aussi on était dans un contexte de rapport de force. Le puissant, celui qui exerce le pouvoir, descend rarement de son piédestal pour se mettre au même niveau de l'autre. C'est pas juste la Nouvelle-Calédonie, c'est l'histoire du monde, ça. Alors, cette première invitation, ce premier geste de tendre la main n'a pas été accepté. On n'a pas profité de l'occasion, mais il a fait maintes fois par la suite. Toujours la main tendue. Alors, quand disait tout à l'heure que vous montriez de manière tout à fait méthodique comment son cheminement politique s'était d'abord construit sur la formation spirituelle, comme dans l'Église, ensuite sur l'action culturelle. C'est à la fois quelqu'un qui était un intellectuel au sens d'un penseur très affirmé, ses études, même s'il n'est pas allé au bout de ses études d'anthropologie, de sociologie quand il était en métropole, ça ne l'a pas empêché d'emmagasiner un savoir qu'il a transformé avec son... et en même temps, c'était quelqu'un d'extraordinairement pragmatique. Oui, parce que cette émergence, cette affirmation du peuple kanak, des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie comme une entité commune, elle s'est faite à travers Mélanésia 2000, mais elle s'est faite aussi à travers une action sociale dans les tribus qu'il a menée avec sa femme, Marie-Claude. Ça s'appelait le souriant village mélanésien. C'était... ça consistait à dire aux tribus kanak, mais pour avoir de l'estime de soi et une image de vous-même qui soit respectée, il faut que vous respectiez aussi vous-même. Et donc ça conduisait à demander qu'on fleurisse l'entrée des tribus, qu'on nettoie les abords, qu'on prenne soin de l'environnement. C'est quand même une action politique d'un pragmatisme étonnant. Oui, je pense que pragmatisme, c'est le mot-clé. Jamais idéologique, toujours pragmatique, toujours centré sur cette idée de connaissance de soi, puis reconnaissance. Ces allers-retours entre soi et l'autre. Et puis peut-être, c'est ça, on a fait allusion à ça, ces études en Europe. En France, Jean-Marie a répété à plusieurs reprises, à chaque étape de son parcours professionnel, c'est pas ça, d'adulte dans la vie, il dit, si on me demande de choisir entre prêtre et kanak, je vais choisir toujours kanak. Tu sais, je suis d'abord et avant tout kanak. Et le reste, ce sont des incréments, ce sont des outils. Alors il a dit en même temps, il est venu en France comme ça, juste après 68, il a étudié d'abord à l'Institut catholique à Lyon, et puis ensuite il est allé à Paris pour commencer un doctorat en anthropologie avec Roger Bastide. Et il dit, mais je ne suis pas allé en Europe pour devenir anthropologue, ou je suis allé en Europe pour mieux comprendre la situation chez nous. Acquérir les outils pour mieux saisir
la réalité d'ici. Et puis je pense que c'était toujours comme ça, à chaque étape. C'était pas pour devenir autre, pas pour devenir un professionnel quelconque, un expert ou un spécialiste. C'était pour enrichir, donner plus de force, d'intelligence, et puis éventuellement de pouvoir de négociation à son identité kanak. Mais jamais au détriment de l'autre. Jamais au détriment de l'autre. Oui, pour vous donner une anecdote, mais qui va dans le sens de ce que vous dites, juste après la signature des accords de Matignon, alors qu'il y avait des enjeux lourds pour lui en Nouvelle-Calédonie, où les choses n'étaient pas simples, avant de repartir chez lui, il avait demandé qu'on lui organise un petit déplacement dans le Gers, chez des gens qui non, pas au Larzac, non, dans le Gers, pour des gens qui faisaient de l'élevage de poulets à la ferme, d'élevage de canards pour le foie gras. Il dit, parce que moi j'en ai assez de voir dans les magasins à Yengen, à Poindimier, etc., des poulets surgelés qui viennent on ne sait pas où, alors que dans les tribus, les gens pourraient aussi faire leur propre élevage, gagner de l'argent, etc. Donc il avait cette dimension d'acquisition de la connaissance à des fins extrêmement concrètes et pragmatiques pour le développement de son pays. Oui, c'est ça. Les pieds bien sur terre. Une autre anecdote qu'on m'a souvent racontée, quand il était à New York avec les Nations Unies pour une raison ou une autre, il appelait pour savoir comment allait sa mère, ou tel membre de la famille. Tiens, c'était cette présence constante des deux. C'est des petites choses, la vie quotidienne, et puis les manières d'enrichir la vie des gens, les gens de la tribu, mais aussi la défense et la promotion des intérêts de son pays. Vous racontez très bien aussi que cette action culturelle et politique avait une dimension sociale et qu'il a été extrêmement sensibilisé, notamment lorsqu'il était prêtre à Nouméa, au ravage que faisait l'alcool dans les populations kanak. Et que ce qu'il faisait avait aussi pour objectif de sortir les gens de cela. Bon, quand on voit malheureusement aujourd'hui que, peut-être parce qu'on a affaire à une population en perte de repères, en difficulté, mais ces problèmes de délinquance liés à l'alcoolisme sont revenus. Ces jours derniers, en Nouvelle-Calédonie, il y avait des mouvements nouveaux d'ailleurs et importants de femmes qui s'organisaient et manifestaient dans les tribus contre les violences conjugales, souvent aussi engendrées par les excès de l'alcool. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une période où on espérerait qu'émerge un nouveau Jean-Marie Tjibaou pour aider à sortir donner une perspective? Oui, le nouveau Jean-Marie Tjibaou, c'est sûr, on est toujours en attente des gens d'exception, des gens de grande envergure comme lui, puis ils sont rares. Là-bas, ou ici, ou ailleurs dans le monde, c'est pas souvent que ça arrive. Mais au-delà de ça, je pense que, je dis ça aussi à partir de mon expérience, mon vécu québécois, la jeunesse a besoin de rêver, a besoin d'un rêve. Et puis, veut pas, ce qui la Nouvelle-Calédonie des années 80, c'était dur. On
beaucoup de confrontations entre royalistes et indépendantistes et tout ça, mais en même temps, il y avait un rêve, il y avait des gens qui véhiculaient un rêve, un projet de société. Et puis, si on n'a pas de projet de société, qu'est-ce qu'on fait? On saoule, on prend la drogue, et puis c'est dramatique en Nouvelle-Calédonie en ce moment. On était là au début janvier, et puis on venait d'augmenter le prix de la bière, de la boisson en général, je pense, pour que ça devienne exorbitant. C'est comme façon d'enrayer cette plaie là, qui est en train de traverser la société calédonienne, comme bien d'autres sociétés aussi. On pense souvent l'autre côté du monde, les fins fonds du Pacifique, mais c'est ailleurs, c'est exotique. Mais, non, c'est comme chez nous. C'est les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes espoirs, le désir de lancer des projets collectifs où tout le monde va embarquer, ou un sens de fierté. On a parlé du souriant village mélanésien. Il était capable d'œuvrer au niveau des Nations Unies ou le Conseil mondial des Églises, mais aussi essayer d'expliquer aux Européens, à Nouméa, la culture calédonienne, ou faire en sorte qu'en tribu, il y a fierté à la maison, que la maison soit propre et puis les gens soient heureux dans leur quotidien. C'était cette capacité, ces gens de va-et-vient à toutes les échelles. Ce n'était pas une politique, un discours politique idéologique, pour lui, il ne fallait surtout pas que ce soit un discours politique importé. Il dit, je ne veux pas amener mon peuple au mur. Enfin, encore une fois, il faut que ça vienne du ventre. Et puis, dans sa vision, il y avait beaucoup de tendresse en même temps. Je trouvais, il y a une journaliste d'origine togolaise qui était à l'ADCK quand je suis arrivé la première fois en 90, je pense, les Bello, et puis elle a fait une entrevue avec lui quelques jours avant sa mort. Et puis, qui sont devenus deux textes dans la revue Jeune Afrique, et puis je pense que j'ai peut-être même la citation ici, j'essaie de mémoriser. Une des choses qui m'a frappé, qu'il a dit à l'EGI à ce moment-là, en mai 89, il a dit vous savez, moi je suis passager en ce monde. Moi je dois tout faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je peux faire pour que le pays que je lègue à mes fils soit le plus beau pays possible, pour qu'il soit riche en pensée, en sagesse, en fleurs et en nourriture. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un homme politique chez nous, en Europe ou en Amérique du Nord, parler comme ça? Le langage des fleurs ou des pensées ou des... mais c'est ça, c'était cette capacité de passer entre tous ces niveaux de réflexion. Et puis bon, mais moi j'ai trouvé ça dans les documents, et puis bon, dans ce que les gens ont raconté, mais aussi, à l'occasion, j'ai tombé sur des gens, et puis je me rappelle quelqu'un en Nouvelle-Zélande m'a dit qu'il avait rencontré Jean-Marie Chibaro, je ne me rappelle plus dans quel contexte, il m'a dit, mais vous savez, on n'est pas souvent
conscient d'être en présence d'un grand homme, un homme d'exception. Mais avec lui, c'était le cas. Il n'était pas comme les autres. Et, voilà, mais je ne peux pas dire. Non, mais tout ce que... Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, parce qu'on pourrait continuer. Mais si vous avez des points qui vous préoccupent ou des choses que vous voudriez approfondir. Est-ce que, ou des informations, oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça fait presque 30 ans qu'il est mort maintenant, la parole de Jean-Marie Tjibaou est encore présente et encore reprise Mais, en Calédonie et ailleurs? Disons, il y a des expressions, qu'on trouve à tout bout de champ. Notre identité est devant nous. Il y a même des gens en Nouvelle-Calédonie on dit, mais peut-être à un moment donné, on va en trouver sur des boîtes de conserve. Et puis, ça fait 30 ans, et maintenant, l'année prochaine... et puis, donc, il y a toute une génération qui n'a jamais entendu parler de lui. Et puis, il y a quand même, on dit parfois, mais Tjibaou était, à sa manière, je pense, un gentleman. Et puis, les jeunes, parfois, ils admirent beaucoup plus Eloi Macharo, des gens qui étaient prêts à aller au mur, voilà. Des révolutionnaires. C'est pour ça que ce livre est important, parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans après, il y a une tendance très nette à l'iconisation. D'ailleurs, Jean-Marie Tjibaou disait lui-même, on est des objets qu'on va mettre dans le mausolée des ancêtres. Bon. Et moi, il m'arrive quand je vais participer à des réunions avec des étudiants calédoniens, notamment au moment où les échéances du référendum approchent, je leur pose la question, en disant, vous êtes en train d'évoquer la poignée de main avec Jacques Lafleur, mais qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, cette poignée de main, finalement, des dirigeants politiques qui se serrent la main, on en voit tout le temps à la télévision. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Il faut un moment avant que certains ne trouvent la réponse. Parce que ce que ça met d'extraordinaire, c'est que c'était 2 mois avant, Jacques Lafleur traitait Jean-Marie Tjibaou de terroriste et demandait l'interdiction du FLNKS, et le FLNKS avait pris des armes contre la gendarmerie, enfin bon, et on était dans un climat de guerre civile. Donc effectivement, cette poignée de main, à l'époque, avait un sens. 30 ans après, c'est quelque chose qui s'est beaucoup estomper. Donc on a des images, on a une espèce d'icône, mais c'est pour ça que c'est important que la parole soit entendue. Moi, je crois que c'est tout à fait essentiel, parce qu'une icône qui prend la parole, c'est tout à fait une icône. Ça redevient un repère.